Bienvenue sur Historia, la chaîne qui remet les femmes à leur place dans l'histoire. Il y a une expression qui m'a toujours énervée, c'est « derrière chaque grand homme se trouve une grande femme ». Et pourquoi pas à côté? L'héroïne dont j'aimerais vous parler aujourd'hui correspondrait mieux à cet adage. Derrière chaque grande femme, il y a une grande femme. La femme dont j'aimerais vous parler aujourd'hui est Hatshepsut. Et celle qui se trouve derrière elle, à des siècles d'écart, la mettant en lumière, Christiane Desroches-Noblecourt. Après 60 années à œuvrer en tant qu'égyptologue, elle a mis en lumière le parcours de cette reine oubliée des manuels scolaires. Christiane Desroches-Noblecourt est presque aussi titrée qu'Hatshepsut. Entre son parcours exceptionnel d'archéologue qui lui permit d'inventer le terme de patrimoine mondial devant l'UNESCO pour la sauvegarde des monuments de Nubie, ses recherches sur Ramsès II, ses actes de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, grâce à ses travaux, nous allons nous plonger dans l'histoire de cette reine oubliée des manuels scolaires qui fut pourtant le premier pharaon de l'Égypte antique. La société égyptienne était une société très religieuse où les rois étaient les dieux réincarnés sur terre. Ainsi, si le roi était la réincarnation d'Horus, la reine quant à elle était la réincarnation d'Isis. La mythologie égyptienne se fonde sur des éléments doubles, le principe masculin et le principe féminin, le jour et la nuit, la terre et le ciel. Dans l'Égypte antique, les femmes jouissent d'un statut égal à celui de l'homme. Les Grecs se moquaient d'ailleurs de ces Égyptiens qui restaient au foyer pendant que les femmes s'occupaient d'affaires à l'extérieur. Quand on parle de reine égyptienne, on pense tout de suite à Cléopâtre, qui était, rappelons-le, une descendante des généraux macédoniens d'Alexandre le Grand. Hatshepsut, quant à elle, est une égyptienne originaire de Thèbes. On situe la naissance d'Hatshepsut durant l'an 12 du règne d'Aménophis Ier, vers 1495 avant notre ère. Elle est la fille de Thoutmosis Ier et d'Ahmès. Pour baptiser un enfant, il était de coutume de se servir des premiers mots de la mère lorsque l'enfant venait de naître. Ahmès s'écria « Hatshepsut » et ainsi Hatshepsut fut baptisée. Thoutmosis Ier avait également 3 fils de son épouse secondaire, Ouadjmès, considéré comme un illuminé de par ses visions et son comportement étrange, Imenmès, déjà général de l'armée de son père, et Thoutmosis, un peu retardé. Son père prit le trône à la mort d'Aménophis Ier, faisant d'elle la princesse royale, et sa mère devint la grande épouse royale. En l'an 2 de son règne, Thoutmosis Ier fit établir un oracle affirmant qu'il voulait mettre Hatshepsut sur le trône à la fin de son règne. Thoutmosis Ier va alors emmener Hatshepsut durant son adolescence dans une tournée populaire, la présentant comme l'unique héritière du trône et l'associant à des cultes et des rituels réservés au roi. Cependant, à leur retour à Thèbes, Hatshepsut est mariée à son demi-frère Thoutmosis II, et ce probablement pour calmer les craintes et légitimer le pouvoir de la seconde femme de Thoutmosis Ier. Des indices laissent penser que Thoutmosis Ier fit couronner son fils de son vivant, donnant lieu à une co-régence entre le père et le fils et faisant d'Hatshepsut la grande épouse royale. Les études actuelles estiment que Thoutmosis II dut régner pendant 3 ans seulement. En effet, en plus de sa défaillance intellectuelle, celui-ci devait présenter une santé fragile. Il eut le temps de donner 2 filles à Hatshepsut et un fils à une épouse secondaire, encore un Thoutmosis. Malgré sa qualité de grande épouse royale, Hatshepsut figure sur la plupart des documents royaux en égalité avec Thoutmosis II. Pour s'occuper de ses filles, Hatshepsut va faire appel à Senemmut, un ancien compagnon d'armes de son père. Celui-ci va prendre très rapidement une place importante dans la politique de l'époque et également dans le cœur d'Hatshepsut, ainsi qu'en atteste ce graffiti que l'on a retrouvé dans une grotte près d'un des sites de construction menés par Hatshepsut. Il existe d'autres éléments attestant de cette relation, mais mon côté lubrique me pousse à ne vous parler que de celui-ci. Il y aurait également des indices qui pourraient laisser penser qu'Hatshepsut et Senemmut auraient eu un fils. Thoutmosis II meurt, Hatshepsut est donc veuve et se retrouve en charge du petit prince et des 2 princesses. À la mort de son mari, Hatshepsut se devait de mener à bien le projet du défunt roi, ériger 2 obélisques à la gloire d'Amon. Ces 2 obélisques prendraient place dans la salle des piliers à Karnak. Hatshepsut fit amener ces obélisques grâce à un savant système impliquant cordage et bateau. En 1836, l'ingénieur Lebas utilisa cette même technique pour faire ériger l'obélisque de Ramsès II, place de la Concorde à Paris. Hatshepsut rénovera également divers temples et monuments, associant systématiquement sur les cartouches officielles le nom du tout jeune Thoutmosis III. Cela va à l'encontre de la pensée de certains historiens qui
qui voudrait placer Hatshepsut comme la méchante marâtre, usurpatrice du trône de son neveu. Rapidement, elle se baptisa avant même son couronnement Maat Kare, le suffixe Ré désignant le soleil et la royauté. Maat, l'équilibre cosmique, Ka, la force vitale ou l'énergie créatrice. Durant la 5e année de règne de Thoutmôsis III, Hatshepsut fit rouvrir les mines de cuivre et de turquoise, grande richesse du pays. Ces mines se trouvaient à l'écart des villes et étaient sillonnées par des bédouins qui étaient restés favorables aux premiers occupants, les ennemis originels des Égyptiens, les Hyksos. On imagine alors aisément une action militaire pour récupérer ces mines. Ce ne fut pas la seule action militaire d'Hatshepsut. Elle en mena une en Nubie, afin d'asseoir son autorité et de légitimer sa place sur le trône de ses ancêtres. Je l'ai vue renverser les nomades. Leurs chefs lui ont été amenés prisonniers. Elle a détruit les pays du sud. Tous les pays sont sous ses sandales, comme cela fut fait par son père. Malgré ses actions architecturales, économiques et militaires, il fallait qu'Hatshepsut assoie son autorité de façon plus officielle. Et c'est ainsi qu'elle organisa son couronnement avec l'aval du clergé d'Amon. Elle n'était toujours que grande épouse royale et régente. Après les impositions rituelles, Hatshepsut quitta les ornements d'épouse royale et eut le droit de porter les différentes couronnes ainsi que la longue barbe factice qu'elle devrait désormais porter lors des cérémonies officielles. Dès lors, la majorité des actes royaux seront signés des deux souverains. C'est le début de la corégence. Le roi de la Haute et Basse Égypte, Maat Kare, le roi de la Haute et Basse Égypte, Menkeper Kare, ce qui alourdissait considérablement le travail des scribes. L'un d'eux prit la décision d'utiliser le terme Perra, signifiant la haute demeure, le lieu où résidaient les rois, pour désigner leurs fonctions. Perra devint Phara, puis pharaon, faisant d'Hatshepsut le premier pharaon de l'histoire. Devenu officiellement roi de Haute et Basse Égypte, il incombait à Hatshepsut de réaliser sa plus importante tâche, l'édification de sa dernière demeure, son tombeau. Les pyramides de l'Ancien et du Moyen Empire étaient trop facilement repérables et pillables. Hatshepsut, avec l'aide de ses conseillers, va élaborer le projet d'une nécropole de roi sous une pyramide naturelle qui sera gardée et protégée. Le tombeau d'Hatshepsut sera le premier de ce que nous appelons aujourd'hui la vallée des rois. Hatshepsut est désormais roi et possède un tombeau. Ne restait qu'un tout petit problème. Elle était née avant le couronnement de son père et n'était donc pas de descendance divine. Il lui fallut donc établir une théogamie justifiant de sa double nature de pharaon et Dieu vivant sur terre. Cette théogamie aborde de nombreux thèmes que l'on peut retrouver dans certains contes que l'on connaît encore aujourd'hui, des légendes ou encore des mythes. Lorsqu'Amon, seigneur de Karnak, vint, il s'était donné l'apparence de son époux, le roi de la Haute et Basse Égypte. Il la trouva endormie dans la splendeur de son palais. Elle s'éveilla à l'odeur du Dieu et sourit face à sa majesté. Aussitôt, il se dirigea vers elle, prêt à s'en emparer. Il l'étreignit alors, lui imposant son brûlant désir, agissant de façon qu'elle le vit sous la forme du Dieu. Lorsqu'il se fut rapproché d'elle, son amour courut dans sa chair, transporté par sa virilité. Le palais était inondé du parfum du Dieu, toutes ces senteurs venant de Punt. Cette théogamie se retrouve sur les murs d'un temple. En Égypte ancienne, l'architecture reste le moyen le plus efficace pour communiquer avec les dieux. Hatshepsut va introduire une idée nouvelle. Ces bâtiments dont elle veut gratifier son pays pour la gloire des dieux ne doivent plus rester éloignés des hommes. Les bâtiments divins n'étaient pas destinés à recevoir la dévotion humaine, comme cela est le cas avec nos mosquées, nos synagogues et nos églises. Dans ce but, elle va ériger le temple d'Amon qui écoute les prières, où le dieu recevra les suppliques humaines, en présence toutefois du roi. Hatshepsut va également se rapprocher encore plus de son dieu Amon en partant à la recherche de Punt, pays légendaire anciennement dirigé par ce dieu. Je veux rechercher les routes vers Punt, découvrir des chemins vers les escaliers de l'Oliban, conduire l'armée par haut et par terre pour rapporter les merveilles du pays du Dieu. Hatshepsut aimait la volonté de mener une expédition commerciale, scientifique et pacifique vers Punt, la première de l'histoire de l'Égypte antique. Actuellement, les recherches pour localiser Punt sont toujours en cours. On estime cependant que Punt pourrait se localiser à la limite de l'Érythrée et du Soudan. Le départ de cette expédition dut se faire de Karnak à bord de 5 bateaux à voile et à rames construits pour l'occasion. On charge les bateaux en grande abondance, avec les merveilles du pays de Punt, avec toutes les belles essences de la terre du Dieu, avec des tas de gommes et d'olivans, et des arbres à olivans frais,
avec de l'ébène et de l'ivoire pur, avec de l'or vert du pays d'Ammon, avec du bois de cannelle, avec de la myrrhe, de la résine de térébinthe, de l'antimoine, des babouins, des cynocéphales, des chiens lévriers, des peaux de panthère du sud, et avec des gens du pays et leurs enfants. On perd la trace d'Hatshepsut en l'an 22 du règne de Thoutmôsis III. On ne sait pas si elle meurt à cette époque ou si simplement elle se retire du trône pour laisser régner seule Thoutmôsis III. Peut-être aura-t-elle rejoint Punt, le pays du dieu Ammon, pour y couler une vieillesse heureuse. Un dernier mystère subsiste, le martelage systématique de l'image d'Hatshepsut. Pendant longtemps, les historiens ont pensé que Thoutmôsis III aurait martelé les images de cette tante usurpatrice de trône, marâtre, mais cela ne colle pas avec la volonté d'Hatshepsut d'associer son neveu à tous les actes royaux, et ce dès son plus jeune âge. Cette hypothèse a contribué à véhiculer l'image d'une femme manipulatrice qui n'aurait pas pu régner sans l'entremise d'un homme. Christiane Desroches-Noblecourt offre une hypothèse plus probable à mon sens. Dans sa volonté d'ouvrir le dialogue entre le divin et l'humain, Hatshepsut aurait pu attiser les jalousies des puissants et notamment ceux du clergé d'Osiris. On retrouve le même genre d'attitude pour Akhénaton qui avait voulu mettre au centre de son règne le culte d'Aton. Dans tous les cas, Hatshepsut a légitimé sa place de roi, que ce soit par ses constructions millénaires, ses actes militaires et économiques, elle mérite d'être reconnue comme l'un des grands rois de l'histoire de l'Égypte ancienne. Et quoi de mieux pour finir cet épisode que le propre bilan d'Hatshepsut sur son règne. J'ai instruit les gens de ce qui était complètement ignoré. Les plafonds étaient effondrés. Je les ai remontés, j'organisai les fêtes, je rendis les temples à leurs possesseurs, afin que chacun parle de moi, de ce qui sera fait pour l'éternité, depuis qu'Ammon m'a fait apparaître en roi à jamais sur le trône d'Horus. Punt resplendit pour moi sur les champs, ses arbres portant l'oliban frais. Aton brille, il répand ses rayons sur ma majesté. Mon faucon domine ma bannière pour l'infini de l'éternité. Pour écrire cet épisode, je me suis servi de ces deux ouvrages de Christiane Desroches-Noblecourt, La reine mystérieuse Hatshepsut et La femme au temps des pharaons. Je mettrai les références sous la vidéo et si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à les lire, ce sont vraiment deux ouvrages très très bien. Voilà, le premier épisode d'Historia est fini, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me mettre un petit pouce vert. Partagez la vidéo, vous abonner à ma chaîne et puis je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2 d'Historia.